Cette histoire-là de mots en haine qui a été, encore une fois, quand je te dis le cadre est un piège, là, de prendre la question du N-word à l'université puis d'en faire une question de liberté académique. C'est non seulement ça s'est pas arrêté là, mais c'est devenu une loi, carrément, du gouvernement. Puis, je pense que si il y a des gens qui ont fait des... c'est assez facile de faire statistiquement des études du mot « woke » dans l'espace public. Ouais. C'est à partir de ça, c'est à partir de ce scandale-là que l'obsession pour le wokisme, la quantité phénoménale d'articles sont produits là-dessus en imitation des mouvements de droite aux États-Unis, qu'on a juste comme traduit l'affaire, puis aussi traduit ce qui se passe en France, là. Puis donc, l'obsession anti-woke au Québec est venue suite à la vague de George Floyd. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Un petit cheers pour commencer. Avant cheers. Que je présente notre spécial invité. Yes. Ben oui, embarque. Prestige, shout out. Invité spécial aujourd'hui. Qui qu'on a aujourd'hui? Ben là, tous les invités doivent être spéciaux. Définitivement. T'as tout à fait raison, mais en même temps, c'est pour donner des éloges comme ces temps-ci, on reçoit vraiment des gens accomplis, fait que c'est nice. C'est nice. Fait encore une autre avec nous. Anthropologue. Faut que j'ai ma liste, là. Anthropologue, autrice, chroniqueuse, à Le Devoir, Libération, Journal Libération, animatrice du Balado des Tours, militante, féministe, antiraciste, personne très occupée, gagnante de plusieurs prix. Un des prix que je trouve vraiment intéressant, qu'on connaît peut-être pas assez, c'est le Harry Jerome. C'est un prix, ce gars-là, de ce que j'ai compris, c'est un athlète qui, dans l'histoire, qui gagne à être connu. Donc, c'est le fun que on a du monde qui reçoit de ce genre de prix-là. Prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne. Donc ça veut dire que tu work. Ça veut dire que tu travailles super fort pour la cause. On essaie. Shout out. Plein d'autres prix. Puis nominé encore en ce moment pour Dynastie dans deux catégories. Fait que on a avec nous Émilie Nicolas. Merci d'être venue. Ça fait vraiment plaisir. Enchanté. Caleb nous a trouvé un bel invité. Shout out. Yes. Tu fais de la bonne job. Aujourd'hui, on mange du boostant. Bouffe comfort, you know. Classique. C'est fou, hein? On a pogné une dernière neige. On pensait qu'on était good, il faisait chaud. Tout est fermé, tout le monde est cancellé. On va tester notre motivation à faire le podcast ce soir. On a une belle tempête aujourd'hui, fait que ça tombe super bien. On est quand même là. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a été difficile pour Émilie de venir nous rejoindre aujourd'hui, mais elle est venue. Sont encore un plus gros shout-out pour ça. Fait que merci d'être avec nous. Avec de la bonne bouffe, on a bien mangé. Avec de la bonne bière. Tu cuisines-tu, toi? Qu'est-ce qu'Émilie Nicolas cuisine? Écoute, c'est tellement disparate. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai appris à cuisiner en déménageant à l'âge de 18 ans dans Côte-des-Neiges. Donc, chaque restaurant est un pays. Puis à chaque fois que je rentre dans un restaurant, j'étais comme, je veux comprendre c'est quoi la recette. Il y a les épiceries de partout. Donc, puis ensuite, j'ai habité à Toronto plusieurs années. Fait que c'est comme été les années formatrices de comment j'ai appris à cuisiner. Donc, honnêtement, là, il y a comme... C'est mélangé. C'est les Nations Unies dans ma cuisine. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi ton go-to dish? Comme, tu veux impressionner quelqu'un, là, tu cook. Écoute, ça semble vraiment random, mais je cuisine vraiment bien de la nourriture coréenne. OK. Quoi exactement? Du barbecue. Barbecue coréen, bulgogi, différentes choses. J'aime aussi beaucoup mélanger des recettes traditionnelles québécoises, mais genre mettre les épices dedans. Puis comme... mettre ce qui manquait. Oui, c'est ça, exactement. Je fais comme du fusion culture entre la bouffe keb puis comme les épices antillaises, puis comme...
faire des crosses entre les deux types de cuisine qui sont pas censés exister. Puis là, je me sens comme en paix avec moi-même quand je fais ça. Fait que, ouais, j'ai appris à cuisiner pas mal de bouffe africaine, de bouffe mexicaine. Ouais, vraiment, là, c'est assez éclaté, mon affaire. Nice, c'est cool. Il y a Masterchef qui passe en ce moment, Masterchef Québec, puis c'est nice parce qu'ils ont des Arabes ils ont 2 Maghrébines qui ont été dans la compétition, puis ils se sont rendus top 3, là. Ah ouais. Je vais pas vous mentir, ils se sont rendus top 3 parce qu'eux, ils connaissent les épices. Ben, c'est ça, hein, c'est simple comme ça. Eux, là, tous leurs plats étaient goûteux. Il y avait pas de, il manque d'assaisonnement. Non. Eux, là, c'était toujours le point. Fait que, make sense. Commençons dans le vif du sujet. Émilie, Nicolas, on t'a connu vraiment à ton passage, en tout cas, moi, de mon côté, là, Caleb pourra partager, mais moi, c'est vraiment à ton passage, à tout le monde en parle, parce que c'est un moment vraiment critique. En 2020. Ouais, pandémie, ouais. Tout le monde avait arrêté, fait que c'était cool, puis tous les yeux étaient rivés un peu sur toi, fait que je pense que ça t'a donné quand même un bon exposure. T'avais quand même une bonne équipe avec toi qui était venue, Webster qu'on a reçu, Vanessa, Ricardo, puis vous avez parlé du mot en haine, entre autres. Je pense qu'il y avait la situation de Floyd, était-tu passée? Ça faisait juste comme quelques mois. C'est ça, c'est vraiment ça qui avait parti le branle-bas. Fait que parle-nous un peu de cette expérience-là. Sure, ça c'était à l'automne 2020. T'as raison que c'était juste après c'était une période assez particulière parce que c'était juste après, quelques mois après la mort de George Floyd, puis tout le mouvement Black Lives Matter. Puis juste à la rentrée de tout ça, c'est Isabelle Haché qui avait fait une chronique dans la presse pour parler de liberté académique à l'Université d'Ottawa. C'est vrai, puis utiliser le mot dans c'est ça. Contexte académique. Ouais. C'est ça. Fait qu'on est parti au Québec en 4 mois faudrait arrêter de tuer des Noirs à on peut-tu dire le mot en haine à l'université. C'est incroyable, hein? Puis là, comme moi, j'étais encore choquée, je pense que tout le monde est encore choqué de la première partie, qui est comme, puis tu t'arrives à devoir te dire, oui, mais arrêtez d'utiliser ce mot-là comme partout. Puis ce que je me souviens, écoute, il faudrait retrouver ce que j'avais dit exactement, mais je me souviens d'avoir dit quelque chose sur le fait que quand t'es un enfant qui a grandi au Québec, c'est comme si c'est quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, nous a été comme asséné depuis qu'on est tout petit, tu sais. Puis, moi, quand je vois qu'il y avait un débat comme ça qui se passe, je fais comme, en fait, c'est un peu, en fait, durant la pandémie, j'utilise la métaphore du virus, là, parce que c'est comme si, quand c'est de ça dont tout le monde parle, littéralement, que tout le monde est en train d'en parler, ben, le mot se propage. Puis quand c'est ça le sujet d'actualité, puis que c'est ça que qu'on parle à Paul Arcand, puis à whatever, tout ça fait en sorte que ça descend, les gens écoutent ça dans l'auto, ça descend dans la cour d'école, puis les jeunes vont encore. C'est ça, exactement. C'est comme si on a remis l'affaire en liberté, là. Ouais. C'est comme, c'est ça pour moi qui se passait, c'est qu'il allait avoir une autre génération d'enfants qui allait avoir comme une vague de N-word qui allait leur arriver dans la cour d'école, comme ça nous est probablement tous arrivé aussi, tu sais. Fait que moi, c'était ça ma mission quand j'étais là. J'étais comme, OK, on peut pas s'entendre sur bien des affaires dans la communauté, entre nous, mais est-ce qu'on peut s'entendre au Québec, peu importe notre origine, sur comme protéger les enfants? Puis que la base, ça soit ça. Mais c'est incroyable qu'on ait dû aller là, alors qu'on est parti il y a quelques mois on peut-tu arrêter brutalité policière? Oui, la brutalité policière. Est-ce qu'on a la liberté d'insulter ou est-ce qu'on a la liberté de dire des mots sans avoir l'intention d'insulter, mais des mots qui sont lourds d'histoire comme ça, puis comme qui peut les utiliser et quand, puis que ça soit ça comme la question sur laquelle l'attention se porte sur... Trouves-tu que ça a été fructueux d'aller là puis en parler? Puis... Dans ce contexte-là, oui, mais je te dirais que comme chroniqueuse, de manière générale, je porte beaucoup attention à qui décide c'est quoi le sujet du jour. OK. Comprends? Quand, par exemple, quand j'étais ado, il y avait la question des accommodements raisonnables qui prenait toute la place. Puis ça, ben, les gens qui ont décidé que c'était ça les sujets du jour, chacune de ces anecdotes-là, c'était les médias, qui sont très loin des communautés qui représentaient comme ça.
Quand il y avait ensuite le combat pour la Charte des valeurs auquel j'avais beaucoup participé, c'était aussi un truc qui avait été imposé par le gouvernement et par aussi les médias qui avaient créé toute une folie sur la laïcité. C'est venu d'en haut. Puis, en 2016, avec d'autres militants, j'avais fondé la coalition qui a demandé au gouvernement d'agir sur le racisme systémique. Okay. Puis cette campagne-là qui a comme mis le mot racisme systémique comme ça, beaucoup dans l'espace public, ça, pour une fois, c'était un débat public qui tournait autour des enjeux des communautés qui étaient venus de la base. Tu comprends? Puis la même chose avec le mouvement Black Lives Matter ou avec la question de la brutalité policière. C'est jamais un chroniqueur de je sais pas quel média qui a décidé que c'était ça dont on parlait. C'est toujours venu de la rue, d'une manifestation. C'est venu de près du Villanueva, d'un soulèvement. Ça vient de la rue. Puis je fais très attention à quand tu embarques dans des sujets, quand tu es chroniqueur, qu'est-ce que tu nourris? Est-ce que tu nourris quelque chose qui est venu de la rue, qui est venu de la préoccupation des gens, qui est venu du terrain, qui est venu de préoccupations réelles, ou tu nourris quelque chose que il y a un chroniqueur dans son chalet qui a décidé que c'était ça dont on parlait, puis c'est quoi, lui, son intérêt à ce qu'on parle de ça. Puis en ce moment-là, souvent, quand tu décides d'être pour ou contre, déjà, tu es dans un piège. Ouais. Puis le but, souvent, soit t'embarques pas, soit t'embarques pour recadrer l'affaire dans quelque chose qui va plus dans le sens d'un intérêt public. Mais si tu questionnes pas la prémisse de pourquoi l'affaire est là, souvent tu t'embarques dans un piège, puis tu vas te sentir utilisé ou tu vas te sentir épuisé juste d'avoir eu à être là, à défendre une affaire que, en fait, tu te demandes pourquoi est-ce que tu es là. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de plus en plus des entrevues sur des sujets que tu dis, OK, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça? Qui a décidé qu'on devait parler de ça aujourd'hui? Mais depuis ton passage à aujourd'hui, tu vois-tu une évolution positive? Ben, ça dépend sur quoi. Comme par exemple, tant le N-word que le racisme ici au Québec. Cette histoire-là de mots en N qui a été, encore une fois, quand je te dis le cadre est un piège, là, de prendre la question du N-word à l'université puis d'en faire une question de liberté académique. C'est non seulement ça s'est pas arrêté là, mais c'est devenu une loi, carrément, du gouvernement. Puis, je pense que si il y a des gens qui ont fait des... c'est assez facile de faire statistiquement des études du mot « woke » dans l'espace public. Ouais. C'est à partir de ça, c'est à partir de ce scandale-là que l'obsession pour le wokisme, la quantité phénoménale d'articles sont produits là-dessus en imitation des mouvements de droite aux États-Unis, qui ont juste comme traduit l'affaire, puis aussi traduit ce qui se passe en France, là. Puis donc, l'obsession anti-woke au Québec est venue suite à la vague de George Floyd. Puis on est vraiment dans la vague réactionnaire par rapport à ça. Donc, au niveau de l'espace public, je te dirais que c'est plus violent maintenant qu'en 2020. C'est plus difficile de placer certains sujets qu'en 2020. Ça veut pas dire, par contre, sur le terrain, que les réalités sont... Il y a une différence entre les médias puis la vie de tous les jours. Ouais. Mais l'espace médiatique est plus violent maintenant qu'en 2020. C'est chaud. J'ai jamais pensé, j'ai jamais regardé ça. Non, c'est fou, j'ai jamais regardé ça de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est une perte de temps. Je l'ai jamais expliqué de cette manière-là, mais j'ai le même avis que toi qu'il y a beaucoup de ces discussions-là. On dirait que c'est comme un mirage, genre, c'est juste pour nous faire penser à autre chose, pour justement, comme tu parles de dire le mot en haine, mais tu sais, c'est une question tellement banale, puis c'est fou qu'on en parle à chaque fois qu'il y a quelque chose. Boum, ça devient une discussion. Puis là, la discussion, elle repart, puis on oublie de penser les choses importantes de la vie, on oublie de penser la politique, on oublie de penser qu'il va y avoir des élections, puis qu'il faut aller voter, puis des affaires. Il y a les likes aussi de ces gens-là qui travaillent, le nombre de shares, de likes aussi. Ouais, faut que ce soit clickbait. Ça ramène, fait que plus ça ramène, plus c'est partagé, plus c'est liké, ben ça ramène l'argent. Fait que comme tu disais, le gars qui est dans son chalet,
qui parle justement des woke ou du N-word, ben, il sait que ça va se faire partager un nombre de fois. C'est ça. Non, il y a de l'argent qui se fait avec ça. Non, c'est très biaisé aussi, là. Puis, on l'a vu dernièrement avec Guillaume le Métis-Vierge, qui se filme en prenant une marche dans un bois, puis qui parle de boulot. La question que tu as posée, c'est pourquoi? Pourquoi qu'il a fait ça? Genre, c'était quoi son but derrière ça? C'est quoi le but de... Est-ce que... Il cherchait les likes, des clics. Ouais, tu sais, c'est quoi le but derrière ça? Ça sort de nulle part, puis c'est vraiment comme... C'est bénin, tu sais, en même temps, tu sais, c'est juste une photo, une petite vidéo de 10 secondes, tu sais, il parle même pas à quelqu'un pour de vrai, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment une gimmick, là, pour nous berner, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'était quoi la raison? Pourquoi tu... Écoute, moi, je suis pas dans sa tête, mais pour revenir à ce que je disais, tu sais, par exemple, je sais que Meeker, que vous avez reçu aussi à l'émission, quand ça s'est arrivé, qu'il avait fait son vidéo sur Instagram pour dire, en gros, qu'il était en colère d'avoir eu à passer son samedi matin à parler de ça parce que Guillaume a décidé de déconner, tu comprends? Exactement. Fait que c'est plus ça dont je parle. C'est pas que... En fait, je pense que faut se poser la question de l'utilité de l'énergie mentale qui va être dépensée à essayer d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là. Comme, est-ce que ça nous sert quand on se plonge là-dedans puis que ça prend genre des heures et des heures de notre énergie, souvent émotionnelle, parce que ça vient ressortir des trucs. Trigger, tu sais. C'est vraiment triggering. Est-ce que, comme, à qui ça sert? C'est Toni Morrison qui disait que souvent le racisme, ça fonctionne comme une distraction. C'est dans ce sens-là que je pense que les gens qui sont allés intervenir, je sais qu'il y en a, tu sais, Varda Edson est allé, il y a plusieurs personnes qui sont allées. Je pense que c'est intéressant parce que les gens qui sont allés puis qui ont aussi comme recadré la discussion. Si tu y vas, il faut que tu recadres. Parce que si tu y vas pour y aller, c'est là où tu en sors épuisé. Mais si tu décides d'aller parler de ce que lui a fait pour plutôt, je sais pas, aller parler de la manière dont le star system va excuser certaines de leurs chouchous, puis vraiment cancel très facilement les personnalités, par exemple, noires qui font des erreurs. Là, t'as pris ce qui s'est passé, puis sa petite story Instagram pour aller parler de quelque chose dont c'était peut-être important d'en parler à un moment donné. Ça en est servi comme un hook, comme on dit, comme une amorce, comme une accroche. Tu t'en sers comme un pan d'actualité pour amener sur ce que tu as envie de parler, puis ce qui sert. Parce que, personnellement, je trouve que la psychologie de Guillaume le Métis-Vierge, j'ai pas envie de passer mon énergie, de dépenser mon énergie là-dessus. Tu comprends? Le gars mérite pas mon attention de cette manière-là. Je pense que c'est important à un moment donné de dire comme à quoi est-ce qu'on donne notre attention. Ouais, non, définitivement. Bien dit. Je suis d'accord. Je pense aussi notre communauté, là, comme on en parlait, c'est tellement facile pour nous de réagir par rapport à ça. T'es comme, tu vois ça, puis t'es comme, puis là, on le partage 10 millions de fois. C'est ça. Mais quand t'es en réaction, t'es pas en contrôle, en fait. T'es pas en contrôle quand t'es dans la réaction seulement. T'as pas de plan, là. Ouais. Puis surtout dans notre communauté, on sait comment qu'on peut être sans chaud. Ouais. Mais c'est parce que c'est triggering. Ah oui. C'est parce que ça vient chercher du trauma intergénérationnel par rapport à la manière dont on a été méprisé. La manière, comme je disais, ce mot-là, c'est souvent la deuxième génération qui est plus sensible que nos parents. Parce que quand tu te l'es pris dans la face quand tu avais 5-6 ans, c'est pas la même chose que quand tu es un adulte que tu sais bien que la personne qui est en face de toi est con. Ouais. Quand tu te l'es pris comme enfant, la blessure est pas la même. C'est souvent les enfants ou les ex-enfants noirs du Québec qui réagissent plus fortement. Puis c'est là où vraiment il y a des réactions émotionnelles qui sont très, très fortes. Puis là, quand je vois les émotions que ça trigger, puis la manière dont les gens en parlent, pour moi, c'est juste comme... Les gens pensent qu'ils parlent de Guillaume le Métis-Vierge. Dans ma tête, je regarde l'affaire, puis je suis comme, OK, on parle du trauma collectif. Ouais, on est définitivement PTSD, là. C'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se passe. De l'histoire qu'ils ont donnée aux Noirs d'Amérique. Là, c'est ça. C'est puis, ça. Mais moi, t'as vu, ce côté-là, puis je le ramène encore à ça, comme pour moi, c'est inutile. Puis ça me dérange. Pas que ça me dérange pas, mais je me dis juste,
s'il était dans ma face, ça aurait été quelque chose d'autre. Ouais. Fait que je vais pas perdre du temps là-dessus. Mais, ce qui va venir peut-être plus me trigger... Ça aurait été quelque chose d'autre. Non, ça aurait été quelque chose d'autre. Tu sais, je peux pas dire exactement ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait quelque chose. J'aurais réagi, mais en vrai, tu sais. Là, je réagis à une vidéo, tu sais. Je peux même pas... Je peux me défouler sur personne. Je peux pas me défendre contre personne, tu sais, une vidéo, tu sais. C'est vraiment ridicule un petit peu, mais ce qui va venir peut-être plus me chercher, qui va venir plus me trigger, moi, c'est quand c'est du monde de la communauté qui vont créer une division, ou quand il y a une division dans la communauté. Donc, quand il y a une division dans la communauté, je dis ça parce que on a reçu Webster, super belle entrevue, puis Webster qui vient de Québec, moitié sénégalais, moitié québécois, tu sais, il nous a parlé un peu du métissage, puis il nous a donné son point de vue là-dessus, puis c'était super le fun, puis on a eu un commentaire sur YouTube, un commentaire, tu sais, c'était une question très legit, mais j'ai réalisé, dans le fond, ça c'est vraiment un problème dans la communauté, comme le métissage n'est pas accepté nécessairement, n'est pas considéré comme une bonne chose. Il y a du monde qui remet ça en question, qui pense que ça comment je pourrais dire? Ça nous rend blanc, ça rend le noir blanc. Là, il y avait mis une mise en situation qui était comme, tu sais, mettons, OK, un métis est avec un caucasien. Est-ce que son enfant va être considéré comme black encore? Ou non? Ouais, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il y a des noms pour ces genres de types-là. C'est des quatrons, oui, il est noir. Si ça fait partie de sa culture, il va le représenter comme un noir qui n'a pas grandi dans la culture noire américaine ou bien noire canadienne ou bien haïtienne des Antilles, whatever, qui est très québécois, qui a été adopté, mettons, prends un exemple, un PY, qui l'a dit ouvertement, moi je parle pas créole, des affaires de même. Mais nous-mêmes, on le remet en question. Ouais, parce que il est noir, mais il n'est pas attaché à sa culture. C'est fou. Mais lui, il disait, dans le commentaire, c'est pas culturel, c'est purement la couleur. Lui, il parle de la couleur. Puis, on peut pas dissocier ça non plus. C'est ça la réalité. Mais toi qui es métisse, comment tu l'as vécu, toi, ce phénomène-là? C'est-tu quelque chose qui t'a frappé quand tu étais jeune ou quand t'es... Moi, j'ai un enfant métisse, puis il commence à le voir maintenant. Il dit, lui, il est comme papa. Elle est comme maman. Ou lui, est comme maman. Lui, il voit là, comme ces deux couleurs différentes. Il y a 3 ans. 3 ans, oui. Fait que toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Comment tu l'as vécu? Ben, je trouve ça intéressant que vous ayez eu la conversation avec Ali, puis que Webster, puis que vous l'ayez avec moi, parce que souvent, moi, j'entends beaucoup En fait, je pense que c'est la première fois qu'on me pose des questions. On pose jamais la question métisse. On fait juste leur dire comme on vous impose. Mais c'est que, en fait, c'est que j'entends plein de podcasts où juste de live, de trucs dans la communauté où on parle des couples interraciaux, mais c'est comme si on prend rarement le temps de poser la question aux enfants de ces couples-là. Puis la question des couples interraciaux est comme vécue, est comme justement posée la plupart du temps à travers la première génération, comme s'il est en train de réinventer la roue. Alors que quand t'es né dans l'affaire, je pense que tu comprends que c'est complexe. Comme toutes les familles sont complexes, mais tu comprends que c'est complexe, tu sais. Je te dirais que je pensais à ça avant de m'en venir parce que il y a cette semaine, il y a Simon Jolin Barrette qui vient de déposer un projet de réforme du droit familial parce que, tu sais, la plupart des gens au Québec sont pas mariés, sont conjoints de fait. Fait qu'il y a comme un ensemble de choses qui font en sorte que les hommes et les femmes, il y a des inégalités de pouvoir dans les couples hétéros, souvent. Puis, ces inégalités-là de genre sont pas nommées, puis ça donne des choses qui vont bien quand ça va bien, mais que ça influe sur la manière dont ça va mal quand ça va mal. Comment? Right? Puis, pour moi, je pense que la question des couples interraciaux puis la question du métissage devrait être posée un peu sous cet angle-là de la race, c'est une question de pouvoir. Puis, quand tu as un couple avec une grosse différence de privilèges, que ce soit parce que c'est un couple hétéro, que ce soit parce que tu as un couple où tu as une personne qui a grandi dans la pauvreté puis l'autre non,
puis que là, vous allez avoir développé des attitudes très, très différentes sur l'argent. Puis si vous avez jamais parlé de l'argent avant de vous engager, garantie que la plupart des chicanes de couple, ça va être sur des questions d'argent. Il y a un paquet de personnes qui s'engagent dans des couples interraciaux qui n'ont jamais parlé de privilèges raciaux, puis qu'à un moment donné, il y a un parent blanc qui va réaliser c'est quoi que ça veut dire avoir un enfant noir pendant que l'enfant existe déjà, ou il va réaliser qu'est-ce que ça veut dire être avec un conjoint noir pendant que, je veux dire, vous êtes déjà très avancé dans la relation, mais la question n'a pas été posée avant. Puis, je pense que ça fait juste partie des dynamiques de pouvoir social qui sont importantes à explorer dans une relation. Puis il y a des imbalances comme ça de pouvoir de plein de manières dans les relations de manière générale. Mais ça, vu que c'est comme... Soit les gens, la plupart du temps, sont pour ou contre pour des raisons vraiment comme... En fait, souvent, les gens mélangent la question de la race et la question de la culture. Ouais. Alors que, je veux dire, tu vas avoir des problèmes interculturels entre un Français puis un Keb, puis comme ça n'a rien à voir avec la race, là. Mais mais c'est pas seulement la question de la culture, c'est vraiment une question de pouvoir. Puis quand on dit que quand ça va bien, mais quand ça va mal, souvent, c'est parce que tu sais, juste, je pense qu'il y a 2 semaines, je donnais une conférence, puis il y a une personne qui est venue à la période des questions dire que elle est en train de se battre, je pense, pour avoir la garde de ses enfants. Mais que, tu sais, quand la dynamique raciale fait en sorte que le système de justice et le système, même la DPJ, tout ce qui est droit de la famille, il y a un biais racial parce que le racisme systémique existe là-dedans. Ça peut jouer aussi sur le droit des enfants quand ça va mal. Right? Fait que quand les gens prennent pas en compte les privilèges, quand ça dérape, ça peut déraper de manière exponentielle parce que ça fait partie des dynamiques de pouvoir qui influencent les gens. Après, j'ai pas pris la question exactement dans là où tu voulais m'emmener, mais je pense qu'on peut y aller aussi, mais je pense que c'est important d'abord de nommer ça parce que je pense souvent que c'est le plus gros angle mort dans la manière dont j'entends parler de ça, c'est de juste comprendre que, je veux dire, c'est pas différent non, puis même si je veux dire, c'est exactement. Puis du moment qu'un homme et une femme essaient d'être en couple, même si c'est le meilleur gars du monde, puis que la femme ça n'a rien à voir. Du moment qu'il y a une personne qui commence à faire plus de sacrifices que l'autre sur sa carrière parce qu'on est socialisé dans des rôles genrés normaux, il va y avoir une inégalité de pouvoir qui se crée. Puis ça fait en sorte que le genre va finir par jouer dans le couple. Ben, la manière dont qui peut faire quoi le soir sans se faire suivre par les policiers, ou la manière dont, justement, l'école va réagir à un parent plutôt que l'autre. Il y a un ensemble de choses qui font en sorte que la dimension raciale joue aussi dans les dynamiques de couple. Puis, je trouve que les couples qui ont duré le plus longtemps, je parle des décennies, les parents de mes amis qui sont des métis, les couples qui sont encore ensemble, souvent, la personne blanche dans ce couple-là a choisi la culture, a fait un cheminement pour comprendre l'autre. Puis quand on est juste dans l'amour ne voit pas les couleurs, à un moment donné, la réalité frappe. Puis c'est là où je veux dire, si c'est 2 adultes, c'est pas mon problème, mais quand il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans, souvent c'est des enfants qui paient le prix parce que les parents n'ont pas réfléchi, puis n'ont pas eu des conversations sur la question de la raciale, comme ils n'ont pas eu des conversations sur la question de genre, comme il y aurait eu avoir des conversations sur les questions de classe sociale, puis sur la question de l'argent, avant juste pour savoir à qui ils ont affaire, puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'engager auprès de cette personne-là, jusqu'au bout. Toi, t'es haïtienne, moitié haïtienne, moitié québécoise. Oui, ben je veux dire comme alliée 100% haïtienne, 100% québécoise. 100% un tout. Ouais. Toi, en grandissant, est-ce qu'on a déjà essayé de te mettre dans une case noire ou dans une case blanche? Ou comment tu dealais avec ça? Je pense que mon expérience est très différente des gens de Montréal. Parce que quand tu es à Montréal, t'as d'autres noirs. Moi, on va le dire comme ça. Ouais, moi, je viens de Chaudière-Appalaches. Donc, juste pour te dire, mon école au primaire, là, il y avait genre une fille qui était pas baptisée, puis on savait toutes c'était qui, puis c'était bizarre parce qu'elle était pas baptisée, OK?
Puis t'avais genre des jumeaux qui étaient comme protestants, puis ça aussi c'était bizarre parce qu'ils étaient pas catholiques comme les autres, OK? Fait que même genre les blancs, c'était un blanc pas comme genre 100% descendant des filles du roi, là. Les gens posaient des questions. C'est ça, je te dirais pas à OK? Fait qu'il y a pas d'histoire La discrimination est différente. Oui, non. Je veux dire, il y a pas de... Tu sais, le N-word, là, je veux dire, c'est light skin, dark skin, c'est le N-word, là. Tu comprends? Puis ça veut pas dire que le colorisme n'existe pas là-dedans. Ouais. Puis mon frère est beaucoup plus foncé que moi, puis je vois dans les deux. Après, la question du genre joue aussi sur le colorisme, là, mais je vois que le colorisme existe quand même dans ce contexte-là. Mais c'est pas la même chose quand t'es dans un contexte hyper minoritaire que quand t'es à Montréal, où là, on a le luxe, entre guillemets, de dire « Ah, light skin, dark skin, métis, machin. Ouais. » Il y a pas tout ça quand t'es en région de la même manière. Mais je pense qu'en arrivant à Montréal, quand à 18 ans, puis surtout tous les voyages que j'ai fait en Haïti, là, tu vois clairement la manière, la hiérarchie. Mais dans un sens, je pense que j'ai eu... en grandissant dans un milieu tellement homogène comme ça et tellement conservateur aussi. C'est la région la plus conservatrice du Québec, là, la banlieue de Québec, là, la banlieue de Québec. Là. Tu n'as pas le privilège d'être perdu sur ton identité noire quand tu es à Lévis. Tout le monde te le rappelle. Si jamais tu doutes, on te le rappelle tout de suite. Tu comprends? Si j'étais dans un quartier privilégié de Montréal, ça aurait été complètement différent. Est-ce que ça t'arrivait d'aller à Limoilou? Pas beaucoup, non. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des communautés noires à Québec, à Limoilou, à Sainte-Foy, puis tout ça, mais moi, j'étais vraiment dans le... Non, oui, c'est ça. Puis, genre, en face de l'île d'Orléans, j'étais genre à 45 minutes de char de Québec. Puis après, je suis déménagée dans le nord de la ville, où j'étais vraiment comme... En 2004, en plus, je te jure, mon quartier, c'était comme... Il y avait des stickers de Radio X partout, c'est les bumpers de chars des voisins. Comme mon frère s'est fait une copine blanche, il avait pas le droit de rentrer chez eux. Tu sais, comme... Moi aussi, genre, c'est quand même... quand tu dis la notion des couples interraciales, là, il y a un de mes amis aussi qui était comme, yo, tu sais, on pourrait jamais être ensemble parce que, comme, mes parents me déshériteraient, comme il n'y a pas question. C'était vraiment juste comme... C'est ça, c'était ça. Dans un contexte, dans les années 2000, où il y avait eu tout le scandale de la ville du Wolfpack, en tout cas, bref, la ville était traumatisée d'un truc où les Noirs à Québec étaient invisibles, puis on est devenu hyper visible parce que c'est comme si la seule nouvelle qui avait touché les communautés noires de Québec, c'était qu'il y en avait qui avaient été pris dans un truc de prostitution juvénile. Fait que tu passais du jour au lendemain, en 2003, 2002-2003, de invisible à pimp jusqu'à preuve du contraire à Québec. Fait que dans ce contexte-là, encore une fois, t'as pas le luxe d'être perdu sur... Est-ce que je suis blague? Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, j'entends des gens qui sont plus clairs de peau ou qui sont métis, puis qui sont comme « Ah, mais moi, j'ai pas tant vécu de racisme, je l'ai comme découvert à genre 35 ans. » Moi, T'es one. You know? So, à limite, tant mieux pour eux, parce que ma réalité, c'est pas tout le Québec. C'est une bulle très, très particulière du Québec. Mais ça forge aussi, c'est sûr, mes sensibilités puis l'énergie que j'ai mis dans la lutte pour le racisme. Parce que je sais que le Québec, c'est pas juste ça, mais il y a aussi de ça. Puis à un moment donné, il faut arrêter de penser que ça existe pas, puis de s'y attaquer aussi, puis de comprendre le rôle des médias aussi là-dedans. Parce que la radio, c'est ça qui a fait que la ville est comme ça. Puis de comprendre le rôle des médias là-dedans et d'essayer donc à ma manière de combattre le feu par le feu, puis d'essayer de faire une partie de mon rôle dans les médias de manière qui, je pense, ou je l'espère, fait partie de la solution. Moi, je me souviendrai toujours, je pense que c'est quand on joue au basket, mais je pense que c'est l'année que tu n'étais pas là. On descend à Québec, puis c'était la première fois que je descendais à Québec. Quelle année? En 2000. Au cégep, là. En 2009-2010? Ah ouais, t'étais jamais allé. J'étais jamais allé à Québec de ma vie. Fait que on arrive là, tu sais, on est tous dans un bus. On était au collège Montmorency. Puis on part du collège Montmorency, on est tous dans le bus, l'équipe de basket, principalement des Noirs. Fait que on descend là-bas. Puis à un moment donné, on arrête à une épicerie, un IGA.
Je me souviens plus où est-ce qu'il est exactement à Québec. Puis, on est 5 Noirs qui rentrent en premier. Non, j'étais là. Puis, t'as juste vu l'épicerie shut down. C'était à la pyramide. Puis nous regarder comme what the fuck, genre. Puis là, on est comme oh shit, comme tu sens tout le monde arrête là. Les filles à la caisse, le monde qui place les trucs sur les étagères, tout le monde. Puis tout le monde nous regarde. Puis là, on est comme oh shit. Ça a duré un bon 5 secondes, mais 5 secondes comme ça, c'est long. Là. Juste c'est vraiment wild. Mon frère est venu me rejoindre à Montréal peut-être 2 ans après que je sois déménagé. Puis il m'a dit « Yo, je viens de réaliser que c'est pas normal de fixer les gens quand tu rentres dans l'autobus. C'était juste à Québec que les gens faisaient ça. Parce que lui, il avait jamais connu d'autre chose, tu comprends? Parce que Montréal, il sentait la même chose. Mais non, justement, il sentait que... Non, c'est ça. Personne ne le regardait pour la première fois de sa vie. Fait qu'il était comme « Yo, en fait, je pensais que... » Tu comprends? Si t'as été... Imagine, t'as un enfant noir, tu ne connais que ça. Que ce que t'as vécu à la pyramide de Sainte-Foy. Comme tu rentres dans une pièce, les gens se tournent vers toi, t'es socialisé là-dedans. Tu connais pas d'autre chose que ça. Fait que tu débarques à Montréal, tu fais genre, oh shit, attends, wait. Tu sais, des fois, il y a des comment dire? Soit les gens de région ou les gens qui ont grandi à l'extérieur de Montréal, des fois, il y a des décalages culturels avec les gens de Montréal, mais je pense que c'est un bel exemple. Souvent, les gens partent de loin ou partent de autre chose. Très loin. Puis, je trouve que on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Il y a des réalités qu'on vit peut-être moins parce que les gens à l'extérieur de Montréal ont tendance à être... En tout cas, les immigrants à l'extérieur de Montréal ont tendance à être plus privilégiés économiquement, en moyenne. Mais il y a des conséquences à l'isolation que tu viens de nommer, là, dont les gens ici... on n'a aucunement conscience de ça. Non. Puis je pense que pour comprendre la réalité du racisme au Québec, il faut comprendre toutes ces situations-là. Puis des fois, les gens de Montréal pensent qu'on a le monopole sur l'affaire, puis que les gens de l'extérieur sont juste comme perdus, là. Mais c'est plus complexe. Puis tu sais, je dis ça, ma famille haïtienne, moi, est à Ottawa. Puis la communauté d'Haïtiens d'Ottawa, premièrement, on existe, parce que les gens, comme, savent pas des fois, là. Nope. Puis ça aussi, c'est comme une autre dynamique, parce que t'es une minorité francophone, en plus, dans la communauté noire, majoritairement. West Indies, c'est ça. Fait que c'est comme un autre. Fait que je pense que, en fait, les communautés noires sont très, très diversifiées. Ouais. Les communautés haïtiennes sont très, très diversifiées. Puis on a avantage à s'écouter avant de se juger. S'unir définitivement, au lieu de se séparer, là. Définitivement. Ouais. Tu l'as mentionné, ton côté haïtien. Face avec ce qui se passe en ce moment en Haïti. Ouais. Je pense que tout le monde est un peu tanné de toute la fraude, de la corruption, le gangsterisme qui se passe, les États-Unis, tu nommes les États-Unis, mais il y a le Canada, il y a la France aussi, qui se camoufle derrière d'autres organisations pour pouvoir opérer puis continuer à mettre la main sous le cou de Haïti pendant autant d'années. C'est clair. As-tu déjà été en Haïti? Oui, quelques fois, oui. Ouais. Puis c'était comment ton expérience? Je suis allée dans différents cadres. La première fois que je suis allée, j'étais dans le Cap-Haïtien, plus vers Cap-Haïtien, plus au nord. Puis là, j'ai plus fait pour moi, c'est quasiment comme un pèlerinage, tu sais. Parce que c'est vraiment dans le nord du pays que tu as comme l'héritage révolutionnaire et tout. Je suis allée dans différentes régions du pays plusieurs fois. J'ai beaucoup appris sur le système politique haïtien parce que il y a certaines des fois où je suis allée comme observatrice électorale. Donc, j'étais carrément dans les élections. Puis à voir comment le système fonctionne. Fait
Fait que ça, c'était 2016, 2017. Fait que le dernier cycle électoral en Haïti, j'étais là. Jovenel? Ouais. Puis la manière dont tu avais des cycles qui ont été comme annulés et tout, parce qu'il y avait déjà le chaos. Fait que c'est comme, ça m'a donné une base pour comprendre la réalité concrète là, de c'est quoi l'organisation des élections d'Haïti, le système électoral haïtien, puis la constitution haïtienne, puis tout ça, que je me sens privilégiée d'avoir eu cette chance-là, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la deuxième génération qui se sentent... De la deuxième génération qui se sent à l'aise de parler tout ça, mais ça me permet des fois d'écrire là-dessus, de commenter là-dessus d'une manière, sans avoir peut-être le syndrome d'imposteur que beaucoup de personnes qui sont nées ici ont par rapport à commenter la politique haïtienne. Si je connais pas tout, je suis ici, je suis canadienne, bien sûr, là, mais ça m'a permis j'ai beaucoup appris de ce que j'ai vu, notamment de ça. Puis c'est sûr que quand je vois la crise politique en Haïti maintenant, ça me donne des clés pour comprendre, là, comme concrètement à quel point c'est chaotique, en fait. Mais toutes les fois que tu as été, t'es quand même positif. Oui, c'est sûr, Haïti est peut-être pas développé comme qu'on le voudrait, mais t'es le pays, exact. Ouais, c'est magnifique. T'en apprends à chaque fois. T'es allé plusieurs fois, t'as dit, mais t'en apprends à chaque fois. Puis, pourquoi je pose la question? Parce que souvent, moi, je me fais souvent poser la question au travail. Puis souvent, c'est comme Haïti, c'est des gangs de rue, tout le monde est pauvre, puis il n'y a rien d'autre, genre. Mais ça, c'est ce que les médias mettent souvent de l'avant. Puis encore là, tu sais, c'est du monde d'ici que malgré que tu as l'Internet, puis malgré que tu as des ressources pour faire un minimum de recherche sur un emplacement dans le monde, peu importe c'est où, que ces gens-là, ils font pas. Fait qu'eux, ils s'attardent avec les médias qu'on a ici, où est-ce que c'est constamment la guerre, du kidnapping, la violence, la corruption. Fait que le monde s'attend à ce que, c'est juste ça qu'il y a. Point. Alors que c'est aucunement ça. Il y a vraiment une beauté d'Haïti, il y a vraiment tout un héritage, toute une histoire que les médias mettent pas de l'avant. C'est voulu aussi en même temps. C'est voulu, comme je l'ai dit, qu'ils gardent la main sous le cou d'Haïti pendant de nombreuses années, mais c'est justement ça. Qui pille toutes ces richesses-là. Je pense que ça va avec aussi. Je souris même si ce que tu dis est vraiment pas drôle, parce que je suis en train de faire un lien dans ma tête entre nos deux conversations, que je disais tout à l'heure que comme nos communautés, c'est pas juste Montréal. Ben, comme Haïti, c'est pas juste Port-au-Prince. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. Puis même à Port-au-Prince, il y a plein de quartiers différents, puis il y a plein de réalités différentes. Là, c'est vrai que depuis que les gangs ont vraiment comme take over la majorité de la ville, il y avait des différences de réalité à Port-au-Prince qui sont en train de... Je veux dire, il y a encore des différences, mais c'est en train de changer très rapidement. Mais c'est comme si tu dis que le Québec est laid parce que tu as juste vu genre des cônes oranges sur Sainte-Catherine, puis t'es jamais allé en Gaspésie. Comme en fait, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu en termes de paysage, de nature et tout, là. Faut que tu sortes, là. Faut que tu sortes. Puis il y a cette même dynamique-là entre les gens de la capitale, des fois, puis genre Mounandéa, puis comme... Fait c'est un peu dans ce sens-là. C'est là que je vois le parallèle où, comme, Haïti, c'est un pays, c'est pas seulement la ville, puis même dans la ville, il y a plein de réalités sociales différentes, mais une fois que tu sors de la ville, il y a énormément de différences régionales, il y a énormément de diversité culturelle aussi dans le pays, puis c'est important de comprendre ces dynamiques-là pour essayer de connaître le pays le plus possible. Comment je vois cette situation-là? Je vois un chiffre de pouvoir qui se passe en ce moment carrément avec la politique, le président qui a été tué, et qui sont en train de forcer la démission du premier ministre. Il y a des rebelles. On a vu des chiffres comme ça dans l'histoire. On a vu un temps où c'était les philosophes, les grands penseurs. Après ça, c'est la religion qui a pris le contrôle. Politique, militaire. Ça s'en va vers où, selon toi, ce chiffre de pouvoir-là, s'il y en a un, ou est-ce que la politique et le pouvoir militaire va continuer à garder le dessus? Je regarde des pays comme l'Inde, qui est définitivement un superpower, mais comme c'est pas militaire, leur truc, eux, c'est technologique, ils sont juste une shit tonne de personnes, puis fait que toi, selon toi, ça va où ce chiffre-là qu'on est en train de vivre en ce moment dans les Amériques, un peu partout? Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je sais pas si c'est un chiffre, j'en vois vraiment plusieurs.
Mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde de plus en plus comme polarisé. Puis même, tu parles des Amériques spécifiquement, là. Ça fait longtemps que, par exemple, en Amérique latine, t'as juste les deux options, c'est comme le fascisme ou le socialisme. Il y a comme pas de... Tu sais, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Puis là, par exemple, avec le Brésil, on est passé de Bolsonaro à Lula. Puis c'est vraiment... puis l'Argentine qui vient de chiffre qu'on avait un gouvernement progressiste, puis que là, les néo-fascistes imitateurs de Donald Trump viennent de reprendre le pouvoir. Puis j'ai l'impression que le nord de l'Amérique commence à aller plus dans cette direction-là aussi. Où t'as vraiment... Oui, c'est ça. Puis ça serait quoi les extrêmes ici? Mais c'est beaucoup d'instabilité. Mais par exemple, les républicains de Donald Trump ne sont pas les républicains d'avant. C'est plus extrême. Puis les conservateurs de Pierre Poilievre sont pas sont même dans le style, la manière de faire la politique, on est ailleurs même par rapport à Stephen Harper. Puis Stephen Harper était déjà bien ailleurs que Brian Mulroney qui vient de mourir. Fait il y a aussi comme un shift à droite dans la politique canadienne aussi. Puis ça fait que d'un régime à l'autre, c'est comme si on alterne avec... c'est comme si t'as une chaloupe qui chavire avec des vagues de plus en plus grandes de gauche à droite. Puis à un moment donné, tu commences à faire ça, tu te demandes est-ce que ça va pas basculer à un moment donné. Ça va virer de bord, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça pour le climat, c'est comme ça pour la politique, c'est comme ça pour plein d'affaires où je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus instable. Fait qu'est-ce que c'est la politique, c'est le militaire, quoi que ce soit. C'est juste que dans le chaos, normalement, dans le chaos, il y a des acteurs qui s'immiscent, puis il y a des gens qui remplissent le vide. Fait qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui émergent plus rapidement qu'avant, notamment parce que le système est déstabilisé. Puis je pense aussi qu'on sous-estime encore, même si on en parle beaucoup, on comprend pas. Un peu comme tu peux pas demander à un poisson de comprendre l'eau, là. Je pense pas qu'on comprend encore le rôle des médias sociaux sur nos institutions publiques. Non. On est trop dedans pour vraiment le comprendre. Nos cerveaux sont en train de changer. Ça me fait capoter ce que tu viens de dire. C'est comme si on était dans la Matrix. Là, genre. Oui, non, mais on est... On le vit à plein fouet. On est tellement dedans que je pense pas qu'on comprend. Ouais. Mais on commence à avoir des flashs comme « Oh shit, on est dedans. » genre. On commence à le voir. Genre, puis avec le AI en ce moment, là, tu sais même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Tu peux copier n'importe qui, n'importe quelle voix, n'importe quel visage. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, ça fait longtemps que je réponds plus aux appels masqués, là. Petite parenthèse. Mais, souvent, t'as un appel masqué. Moi, je dis pas allô. Fait que je réponds, je dis rien. Puis j'attends que la personne... Puis si je vois il y a aucune réponse au bout de 5-6 secondes, je raccroche. Parce que ça se voit, il y a beaucoup de monde qui se font frauder comme ça, puis ils copient ta voix. Tu sais, par exemple, juste quand t'appelles à ton service téléphonique, Bell, Vidéotron, mais souvent, ils te valident à cause de ta voix. Fait que t'as même plus à dire ton nom, ta date de naissance. C'est juste, vous avez été authentifié par votre voix. Fait que s'ils sont capables de copier ta voix, puis de le faire jouer sur le téléphone, mais automatiquement, moi, je viens de prendre exactement, je viens de prendre ton compte cellulaire, je peux faire ce que je veux, je change de téléphone, j'ai upgrade pour un nouveau téléphone, le iPhone 75, puis je le fais livrer chez nous. Le gars frappe. C'est ça. Tu comprends? Fait que, non, c'est ça. Faites attention. Puis, t'as été, je pense, si je me trompe pas, ça a été dans une assemblée à l'ONU, où est-ce que t'as fait un discours. Puis que t'as parlé, en début, t'as tout de suite abordé Haïti lorsqu'il y a eu son indépendance, puis qui avait aidé aussi plusieurs autres États aux États-Unis, mais aussi plusieurs autres pays latins à avoir leur indépendance, aussi en Afrique, si je me trompe pas. Donc, parlons-nous de ça un peu. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là pour pouvoir parler à l'ONU? Merci de poser la question. Je pense que c'est un des trucs qui m'a donné beaucoup d'espoir dans les dernières années. C'est parce que je parlais tout à l'heure de l'Amérique latine. Les Afro-Latinos, puis les Noirs des autres îles de la Caraïbe ont absolument pas oublié Haïti. Ben non. Comme les gens savent, mais d'une manière qui est extrêmement forte, extrêmement émouvante, en fait, de le voir en action aux Nations Unies.
Comment que tu as des délégations de tous ces pays-là qui ont tellement d'enjeux dans leur propre pays qu'ils décident qu'eux prennent leur temps d'antenne pour parler d'Haïti. C'est-à-dire, tu sais, des gens qui viennent de survivre justement à Bolsonaro, là, qui décident que non, mais on va pas parler de nous-mêmes, on va parler d'Haïti. C'est très touchant de voir cette solidarité-là en action. Puis franchement, je vais pas throw du shade à personne, mais j'ai l'impression que les Latinos le savent plus que les Afro-Américains puis bien les Afro-Canadiens des fois. Parce que la mémoire là-bas de c'est quoi les couleurs même de leur drapeau et tout. Il y a une éducation politique qui se fait dans le Sud global qui est plus américano-centrée. Même des fois pour les Noirs d'origine haïtienne du Canada qui vont voir les États-Unis, mais qui voient pas des fois, ou qui perdent un peu de vue leurs propres ancêtres, dépendamment de à qui tu parles. Là. Mais j'ai commencé à m'impliquer au niveau des Nations Unies parce que c'est la décennie internationale de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine qui tire à sa fin d'ailleurs cette année. C'est la dernière année cette année. Mais dans ce cadre-là, il y a d'abord un groupe d'experts de l'ONU qui est venu faire une visite au Canada en 2016, je pense, à Montréal, à Ottawa puis à Toronto. Puis j'avais organisé la visite du groupe de l'ONU à Montréal avec différentes personnes, qu'on avait rassemblé les gens dans les communautés francophones, anglophones. On avait fait ça au United Church dans le Sud-Ouest parce que c'était l'église que Nelson Mandela avait visitée quand il était venu à Montréal. Puis on voulait faire le point que c'était là que les gens de l'ONU allaient venir quand il allait venir à Montréal pour écouter les experts dans les communautés noires décrire. Puis à partir de ça, il y a un rapport que les gens peuvent aller voir sur l'ONU qui a été écrit sur la situation des Noirs au Canada pour dire voici c'est quoi les problèmes des droits humains des Noirs au Canada, puis voici c'est quoi les recommandations nous comme groupe d'experts de l'ONU que le gouvernement. J'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Ouais. Ça, c'est 2016, c'est ça. Puis, par la suite, j'ai des amis afro-américains qui m'avaient, dans le fond, subventionné pour aller à Genève parce qu'il y avait très peu de personnes à l'époque qui étaient encore organisées au Canada pour participer à la décennie. Puis, ils faisaient une consultation pour créer un forum permanent de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine. Fait que j'étais allée à Genève, dans le fond, pour la consultation sur comment qu'on le fait, sous quel format. Il faut comprendre que ce forum-là, par exemple, il existe déjà pour les personnes autochtones. Puis ce forum-là de l'ONU pour les personnes autochtones, ce que ça avait donné, c'est une déclaration de l'ONU pour les droits des personnes des peuples autochtones. Puis cette déclaration-là, par la suite, a été mise avec Romulo Saganache au Parlement canadien. Il y a eu une loi qui fait que maintenant, écoute, ça a été compliqué, on parle d'activistes sur pratiquement 20 ans, là. Mais qui fait que maintenant, les lois canadiennes doivent être conformes à cette déclaration-là de l'ONU. Donc, l'idée, c'est de refaire un peu la même chose avec les communautés noires, puis de dire maintenant, on a un forum permanent qui se réunit à chaque année à l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine. Puis par personnes d'ascendance africaine, on entend majoritairement les gens qui sont à l'extérieur du continent. Donc, c'est surtout une question principalement là, des descendants des personnes qui ont été prises dans l'esclavage, mais tu as des gens de partout dans le monde, mais c'est pour ça que c'est principalement drivé par les Amériques. Ouais. Puis, à partir de là, ce forum-là travaille à faire une déclaration des Nations Unies pour les droits des personnes d'ascendance africaine. Puis, à partir de cette déclaration-là, le but, c'est de s'en servir pour faire évoluer essentiellement le droit international, puis forcer le Canada à être conforme dans ce qu'il fait domestiquement. Puis le but ultime aussi, c'est de faire évoluer le droit international pour qu'on ait plus d'accroche pour parler de réparation pour l'esclavage dans ce contexte-là. Parce que l'ONU a été créée en 1945. Les puissances occidentales qui ont créé l'ONU, qui se sont octroyés les conseils, les postes permanents, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU, sont des anciennes puissances esclavagistes et des puissances coloniales. Ils ont, par exemple, mis de l'avant une définition du génocide qui allait pas trop leur nuire par rapport à ce qu'on fait aux communautés autochtones et aux communautés noires. Évidemment. Donc, ils ont mis de l'avant des définitions qui sont faites pour que ça soit plus compliqué pour nous que pour d'autres cas de crimes contre l'humanité. Puis c'est ça que les gens sont en train d'essayer
d'utiliser les Nations Unies, notamment pour faire aller sur une scène internationale les revendications, mais aussi pour essayer de faire ultimement évoluer le droit international pour qu'on ait plus d'accroche pour avoir de la justice réparatrice à ce niveau-là aussi. Tu as parlé de génocide. Justement, tu as fait un article aujourd'hui qui parle du Rwanda. Ça, c'est vrai. J'ai fait ça, c'est vrai. T'en fais tellement que... La journée est longue. C'est fou, ça. Mais c'était hier, mais oui. Ben, j'ai écrit hier. Mais ça a été publié aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Les Toi, 40 déjà ans... pensé à autre chose. Nous, on vient de le lire. Là, c'est ça. C'est les 40 ans du... 30 ans, oui. 30 ans du génocide au Rwanda. Oui. Quand tu as rédigé ça, c'est quoi que ça te faisait? Moi, je me souviens, quand j'étais en secondaire. Ouais, j'étais au secondaire. Quand j'ai vu le film Hôtel Rwanda. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Mais en écrivant ton article, comment tu te sentais? Ben... Quand même 30 ans déjà. Bonne question. Je fais naturellement je suis de plus en plus portée par les sujets d'actualité internationale dans les chroniques que je fais depuis les derniers mois. Je pense que je suis rendue à, je sais plus, 8-9 chroniques sur la Palestine depuis octobre dernier, puis Israël, puis Gaza, puis tout ça. Puis je pense que ça, à partir de ça, ça ouvre un ensemble de questions sur ces cas-là extrêmes d'oppression, de violence. Des cas qui ont toujours été là. J'ai écrit sur le Rwanda cette semaine, j'ai écrit sur Haïti il y a 2 semaines, je pense, il y a 2-3 semaines, puis j'ai écrit sur le Congo, je pense en février. Puis, au-delà de ça, je pense que aussi, même avec mon propre podcast, que j'anime, qui s'appelle Détour, on parle des sujets d'actualité, mais c'est ça l'actualité. Donc, j'invite de plus en plus souvent des auteurs ou des personnes qui ont comme des réflexions de fond sur ça qui va au-delà du commentaire de « Ah, il s'est passé ça aujourd'hui, tel président dit ça, machin », tu sais, au-delà de ça, essayer de comprendre comment l'humain réagit dans des situations extrêmes comme ça, puis comment est-ce que les gens arrivent à guérir, des fois même, de traumas comme ça, parce que ce qu'on voit à Gaza, dans 30 ans, dans 50 ans, il va encore avoir des cicatrices de ça, right? Sur toute une génération. Puis après, tu arrives, puis tu vois le 30e anniversaire du génocide au Rwanda, puis tu vois, en fait, après chaque contexte est différent, mais ce que tu vois quand même, c'est ce qui se passe une génération après un niveau inouï de violence, quelles sont les cicatrices que les gens gardent, quels sont les espaces de parole qui sont ouverts, quels sont les tabous qui existent encore, comment est-ce que les gens arrivent à guérir. Puis ce que je vois dans les derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par ces différents contextes-là. Beaucoup de détresse psychologique que je sens, particulièrement dans les communautés arabes, puis dans nos communautés aussi. Je pense que je considère la chronique, puis aussi le rôle que j'ai comme animatrice de podcast. Je suis à la recherche de mots parce que les gens ont besoin de nommer ce qui se passe. Puis quand ils peuvent écouter ou avoir accès à des gens qui ont réussi à nommer, à travers les invités que je choisis ou à travers les lectures que je fais, je pense que quand on arrive à nommer certaines choses qui sont très difficiles à nommer, on a déjà fait un bout de chemin. Puis je pense que le travail de journaliste, la matière première, c'est les mots. Moi, la seule chose que je peux donner aux gens, c'est des mots. Mais je pense que les mots ont quand même beaucoup de pouvoir. Donc, c'est pour ça, quand je partage des réflexions comme ça ou que j'enregistre ce type de podcast-là, c'est aussi pour essayer de donner des mots aux gens. Puis j'ai la chance, avec la personne que j'ai, d'avoir des réactions assez immédiates. Puis je vois que ça
j'arrive certaines semaines à faire du bien à certaines personnes avec juste des mots. Puis là, je me dis, OK, le monde est peut-être en feu, puis les médias sont en crise, mais si j'ai réussi à faire du bien à une personne ou l'aider à mettre des mots sur ce qu'elle ressent ou à articuler une pensée qui va augmenter sa résilience à le 21e siècle qui est en train de nous péter d'en face avec les crises puis le chavirement dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ce qui accélère les crises souvent, c'est que les gens n'ont pas la résilience psychologique et surtout communautaire pour faire face à ces changements-là. Puis là, en paniquant, en capotant, ça crée des mouvements politiques qui font juste rajouter aux crises. Je pense qu'essayer d'augmenter notre résilience collective, c'est vraiment, en tout cas, je peux pas tout faire, là, mais à ma petite échelle, c'est ce à quoi j'essaie de contribuer. Je pense que tu le fais bien, là, puis chacun met son grain de sel. Exactement. Pour essayer de faire un tout. Mais... On le fait tous. Mais je pense que quand on le fait avec intention, je pense que c'est... Réelle intention. Oui, c'est ça, une réelle intention. Je pense que de nommer qu'en ce moment, ça va pas bien. Là. En Haïti, ça va pas bien. À Gaza, ça va pas bien. Au Congo, ça va pas bien. Au Rwanda, ça va pas encore super bien quand tu prends le temps d'écouter les gens. Puis que... Mais en fait, si tu décides d'avoir une intention autour du fait que tes mots, ta plateforme, ton micro, tu vas l'utiliser d'une certaine manière, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir plus fort si tu es plus intentionnel avec ce que tu fais. C'est chaud, c'est chargé aujourd'hui, c'est chargé. Mais merci de partager ça avec nous. Puis, vraiment. Tu pouvais pas mieux dire. Tu pouvais pas mieux dire, je te jure, là, c'est fou. Mais tu fais beaucoup de travail sur le terrain, entre autres ça, faire des chroniques, puis nous permettre de comprendre des situations. Tu mets la lumière sur des trucs qu'on avait peut-être oubliés, qu'on n'avait pas pris le temps d'explorer, ou comme tu as dit, qu'on n'avait pas de mots, si on n'avait pas le vocabulaire pour être capable d'exprimer ce qu'on ressentait puis ce qu'on voyait. Mais tu travailles beaucoup aussi pour la femme. Moi, je suis un garçon de maman, là. J'ai ma mère, j'ai mes sœurs, j'ai ma grand-mère, j'ai grandi avec des femmes, fait que... T'es en train de dire que t'es un haïtien. Shout out. Définitivement. Mais je tiens à dire que je n'essaie pas de répliquer la roue qui fait en sorte que je sois un fils à maman. Donc, j'apprécie la femme. Puis le combat que tu mènes tous les jours en tant que femme, puis en plus de prendre le forefront de ça, tu as gagné des prix pour ça. Est-ce que tu... en ce moment, c'est fou parce que on est des gros fans de basket, on est des joueurs de basket, puis universitaire féminin en ce moment est en train de faire des ravages. Le monde écoute plus ça que le sport professionnel. Puis tu sais, c'est cool, mais en même temps, je me dis... C'est fou parce que, clairement, ils sont toujours pas égaux, ils sont toujours pas traités de la même manière. Mais, regarde, on avance dans la bonne direction, je pense. Je pense que ce qui a fait un gros chiffre, c'est que les femmes ont commencé à regarder ces femmes-là jouer au basket. Donc ça fait une grosse différence aussi. C'est pas tout le temps les hommes qui vont porter à regarder ça, t'sais. Fait que si toutes les femmes regardent des femmes jouer au basket, ça va donner déjà un boost. En plus, les fans de basket continuent à regarder ça. Fait que ça, c'est comme un win. Mais toi, tu le vois comment, ce combat-là, puis comment tu le mènes? Écoute, là, tu viens de m'amener sur les femmes dans le sport plutôt que genre, les femmes en général, mais... Un exemple, mais tu sais, oui, on peut mais élaborer là-dessus. Non, mais juste, peut-être, parce qu'on vient de dire des choses lourdes. Peut-être juste partager une anecdote personnelle, parce que parler des femmes dans ça, c'est vraiment un struggle. Moi, j'ai commencé à faire du triathlon. Puis... il ne doit pas avoir beaucoup de noirs qui font ça. Non. Puis déjà, c'est comme vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes. Puis c'est super blanc. Fait comme... C'est... Non. Comme je suis so far dans les compétitions que j'ai fait, tu sais, je suis amateur, mais tu t'inscris à des courses et tout. Je suis tout le temps la seule, puis c'est juste... Ça me fait tellement rire parce que pour moi, le symbole ultime de l'affaire, c'est que pour t'identifier dans l'eau, parce que c'est comme tu nages, t'as le vélo, puis ensuite t'as la course.
mais comme, ils te donnent des cases de bain que, comme, mes cheveux peuvent jamais rentrer là-dedans, là. Jamais, là. Je t'aveugle, sincèrement, de faire comme Triathlon Québec, comme les femmes noires existent, parce que comme c'est impossible. C'est impossible. Non, mais c'est con, mais c'est souvent des petites affaires comme ça, matérielles, qui te rappellent à ta condition, ou juste comme les soutes, la manière dont ils sont faits pour les formes des gens ou pas. C'est juste comme tu vois la machine. Puis, tu sais, c'est un sport que j'aime pratiquer justement parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de t'en faire avec le manque de diversité parce que tu t'entraînes de manière individuelle de toute façon, comme tu fais tes affaires. Mais t'arrives dans l'affaire puis tu vois à quel point le truc est pas fait pour nous, tu sais. Puis c'est juste, je pense, à bien des égards, ça qui se passe quand les femmes arrivent dans des trucs qui sont traditionnellement masculins, que ce soit des métiers, ou des loisirs ou des sports ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a comme un ensemble d'affaires qui ne sont pas faits pour nous. Puis souvent, les femmes qui vont être des pionnières, c'est la même chose avec le journalisme puis la politique d'ailleurs. C'est les femmes qui sont particulièrement douées pour faire comme les gars. Fait que comme tu as des femmes qui rentrent, mais la manière masculine de faire les choses n'a pas changé. Je pense que c'est ça. Puis là, ça prend vraiment comme souvent une génération, 2 générations avant de dire non, mais on n'est pas obligé comme femme d'être comme se vanter de pouvoir faire comme eux autres. On peut aussi avoir d'autres standards puis décider que l'excellence, c'est autre chose que ce que eux faisaient. Puis ça commence à arriver, là. Mais tu sais, par exemple, la mairesse de Gatineau, il y a comme 1 mois, je pense, qui est démissionnée en disant, mais là, comme les petites attaques partisanes et tout, le harcèlement qu'on subit comme élus, ça n'a pas de bon sens, puis de voir les femmes élues comme de plus en plus démissionner, je pense que c'est juste un exemple de à quel point il y a des femmes qui sont rentrées en politique, mais la manière de faire la politique n'a pas tant changé que ça, puis à un moment donné, là, on est en train de vivre un moment où les gens se tannent. Mais de manière plus générale, je te dirais que pour moi, l'engagement féministe, c'est une continuité de l'engagement sur le reste, où tu essaies juste d'avoir des gens qui comprennent la manière dont les dynamiques de pouvoir influent sur notre capacité matérielle et effective à avoir des droits humains. Au-delà de ce qui existe en théorie, là, en pratique, c'est plus compliqué, puis que il faut comprendre toutes les dimensions en même temps. Puis quand je parle de féminisme, je parle toujours de féminisme et de race et de classe et d'orientation sexuelle et de tout ça en même temps parce que tu peux pas, en fait, isoler ces affaires-là. Tu peux pas isoler ces affaires-là. Fait que quand les gens s'organisent sous le mode du féminisme, ben OK, on va là-dedans. Mais pour moi, c'est comme si tout est dans tout, en fait, là. Ce qui m'intéresse, c'est la justice sociale. Puis la dimension du genre est une des dimensions très, très importantes de ça, mais toutes les dimensions, il faut les comprendre en même temps parce que sinon, tu peux en comprendre aucune, en fait. On avait un petit débat, moi, puis Carl, puis on essaie de voir d'où est-ce que ça a commencé, ça, cette inégalité entre hommes et femmes, entre hommes et femmes, excusez-moi. Puis moi, je suis né dans l'église. Fait que bon, c'est mon hypothèse, hein. Je veux dire, c'est pas obligé de la partager. Mais moi, je me disais que je pense que c'est à partir d'Adam et Ève, lorsque Ève a séduit pour manger la pomme et tout. Puis je pense que c'est là que ça a eu un clash. Puis en grandissant, mais avec le temps, mais on le voit souvent où est-ce que comme par exemple, il y a certaines femmes qui sont voilées parce que tu veux pas être convoité par ce désir-là de la femme. Toujours en lien avec la séduction avec la pomme. T'es souvent, quand on allait à l'église, mais c'était vraiment pas de restreindre, mais la femme devait être le plus souvent être couverte sans voir ses formes, des jupes jusqu'au quasiment au mollet. Là, on a fait du chemin, là, ça a changé. Mais j'ai toujours eu comme dans ma tête que je pense que c'est de là que ça a parti. Je sais que c'est pas tout le monde qui va partager ça, mais je me disais, il y a bien quelque chose, c'est sûr qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que à un moment donné, on s'est dit, OK, faut mettre un gap. Toi, comment tu le vois, cet élément déclencheur-là? C'est intéressant parce qu'en Amérique du Nord,
on a la chance de vivre sur un continent où les inégalités hommes-femmes sont super récentes, en fait. Et récente? Oui, super récentes, puisqu'avant la colonisation, c'est pas toutes les cultures autochtones, mais il y a beaucoup de cultures autochtones sur le territoire du Québec où c'est complètement différent, en fait. Complètement différent. Puis, ce que la colonisation a fait, la christianisation, les personnes autochtones, etc., toutes ces différentes étapes-là, ça a été de stigmatiser l'égalité homme-femme dans les cultures du territoire, ici au Québec, puis ailleurs au Canada, que ça a tout le temps été là. La même chose avec les droits LGBT2 puis les personnes trans aujourd'hui qu'on est en train de s'arracher la tête là-dessus. Ça a toujours fait partie de plein de cultures autochtones ici. Puis c'est comme si, c'est avec la colonisation, c'est très récent qu'on a stigmatisé les personnes qui sont ni des hommes ni des femmes dans les communautés autochtones. C'est vraiment comme quelque chose que les Européens ont imposé. Puis là, ce qu'on essaie de faire en faisant avancer les droits humains, c'est revenir à ce que l'Amérique du Nord faisait déjà avant. Puis il y a plein de choses aussi dans différentes parties de l'Afrique où t'avais ça. Puis tu le vois, par exemple, même dans le vaudou en Haïti, le fait que le féminin sacré est respecté. Il y a différentes lois qui sont là aussi, qui sont pas justement dans ce binarisme-là. Tu vois dans les cultures ancestrales que ça, c'était là. T'as pas gagné Caleb, là. Non, mais c'est correct. T'avais dit déjà d'avance qu'on n'était pas obligé d'être d'accord. Mais mon point, c'est juste que c'est quand tu regardes les différentes cultures dans le monde, c'est pas comme universel. En fait, il y a plein... Puis tu vois qu'à un moment donné, c'est imposé. Mais c'est pas... c'est sûr que majoritairement, il y a eu énormément d'oppression contre les femmes, mais il y a aussi des modèles culturels complètement différents de distribution du pouvoir, puis qui ont toujours existé aussi. Puis je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent les gens imaginent des alternatives comme si c'était un rejet des traditions, alors que finalement c'est une redécouverte de certaines traditions qui ont été occultées par le colonialisme. Je pense que le monde ne réalise même pas c'est quoi le colonialisme puis à quel point on est affecté de ça puis qu'on est PTSD de ça, genre. C'est clair. Un petit peu partout sur la planète, tu sais. Mais quand tu te poses la question, c'est là que tu réalises, ok, ouais, c'est vrai que quand il y avait une histoire avant ça. C'est pour ça que moi, ton truc d'Adam et Ève, là, j'étais comme, bro, you're going far, my man. Like, I don't need you. Mais il faut aller that far, justement. Mais c'est important parce que c'est un mythe qui est très, très fort pour comme les trois religions les plus importantes de la planète. Puis je pense que si on veut... Il y a plein de gens dans l'Église et dans le judaïsme et dans l'islamisme qui réfléchissent de manière féministe à ces religions-là, puis qui relisent la Bible autrement aussi. Définitivement. C'est une interprétation. C'est une interprétation, puis je pense que c'est important de... Il y a des gens qui vont essayer de réfléchir le féminisme en disant, comme en opposition à la foi. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui essaient de le faire à l'intérieur de la foi, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font aussi. Oui, définitivement. En tout cas, il faut continuer à se battre. En tout cas, j'espère que moi, en tant qu'homme, Caleb, en tant qu'homme, Wilkins, notre technicien en tant qu'homme, fait ce qu'on doit faire pour aider la femme dans tout ça. C'est comme Caleb a dit, t'as grandi là-dedans, fait c'est comme second nature. Alors, je vais juste dire... Non, tu peux le dire. Je suis pas en train de dire que ma religion est en train d'oppresser les femmes, là, guys. C'est pas... Non, c'est pas ça que t'as dit. Moi, j'ai compris ce que t'as dit. Moi, j'ai compris ce que t'as dit. Ton frère te troll, c'est correct. Mais moi, j'ai compris ce que t'as dit. Non, j'aime ça taquiner les protestants puis les adventistes. Non, des fois, avec Internet, avec la Matrix, justement, ça peut déraper très vite. Fait que je voulais juste mettre ça au clair. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on a des bias parce qu'on est dedans. On est né dedans, c'est juste ça qu'on connaît. Fait que j'espère qu'on fait tout ce qu'on peut pour pas pallier à ces bias-là. Puis comme justement, comme tu dis, c'est pas vrai qu'on pense comme ça, mais c'est vrai que c'est une réflexion de penser, même notre interprétation d'une histoire qui est comme Ève qui a pris une pomme, qui a mangé une pomme, puis qui a maintenant toute la connaissance du monde, puis la différence entre le bien et le mal, puis qui peuvent choisir maintenant, notre interprétation, c'est que c'est la faute de la femme, tu sais. Mais je pense que la plupart du monde n'ont pas cette interprétation-là. C'est pas ça du tout.
mais on est quand même dans un système qui oppresse la femme, qui oppresse les gens racisés. Puis tu sais, fait que juste essayer d'être conscient de ça puis de faire les meilleures choses. Fait que merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis on va essayer de faire ce qu'on peut pour te supporter là-dedans. Puis big shout out d'être allé à l'ONU. Moi, j'aurais probablement chié dans mes frocs de parler comme ça devant tous ces gens-là. Puis en plus, de savoir que ça va être partagé par la suite, on a le jugement facile dans la communauté noire. Fait que moi, j'ai toujours je suis toujours stressé un peu avant d'aller partager comme une opinion ou bien un fait parce que la division, ça me fait chier, genre. Mais la République dominicaine n'était pas contente. Hein? Non, je sais. C'est pas dans une vidéo que j'ai partagée, mais ils ont réagi, ils étaient insultés. Mais tu sais, c'est ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Non, mais c'est pour ça que je te dis shout-out. Merci de faire ça. On a besoin de monde comme ça, tu sais. C'est ça. Mais c'est pas. Mais honnêtement, on a besoin que. Tu sais, ça continue à Genève la semaine prochaine, mais on a besoin que de plus en plus de gens dans les communautés participent aussi, parce que c'est pas. Je veux dire, les Nations Unies, c'est à nous, du moment qu'on fait partie des nations. Puis le forum, c'est pour la société civile. Fait que c'est important de tout le monde. Puis je pense de pas se dire en fait, c'est vraiment là pour tout le monde. Puis je pense que c'est important de s'approprier ce genre d'espace-là. Fait que, en terminant, parle-nous donc un peu de toi, tes passe-temps, loisirs, ce que tu fais. Comment du ça a sport, commencé le triathlon? Oh my God. Ouais. La question est vache, là. OK. Précisons la question. Triathlon, how did that start? Triathlon, how did that start? Ben, j'ai toujours nagé. Puis quand j'étais ado, à Québec, on fait beaucoup de vélo. Parce que c'est un thing là-bas. Marcher aussi. It's a thing parce que comme il y a des grands espaces, puis il y a des pistes cyclables, puis il y a comme de la forêt, puis tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de plein air quand t'es à Québec. Je pense que les gens de Québec sont souvent des gens de plein air. Puis je faisais toujours du ski de fond aussi quand j'étais jeune. Puis c'est drôle maintenant que quand je partage des stories de ski de fond sur Instagram, il y a comme maintenant au moins 6 Haïtiens qui se sont achetés des skis de fond juste parce qu'ils me voient faire du ski de fond, parce que c'est l'affaire la plus. Encore une fois, c'est les gens font pas ça. Moi, j'ai décidé de m'assumer, d'en faire. Puis là, les gens sont comme, wait, it sounds fun. Fait que là, oui, c'est ça. Je suis comme en train de devenir influenceuse de sport de plein air, juste en comme existant comme femme noire, en train de faire des activités dans lesquelles on est absolument nulle part d'habitude. Puis c'est ça. Puis je courais déjà. Fait que j'ai juste comme décidé de mettre les trois ensemble, puis de commencer à m'entraîner un peu plus. Mais tu sais, encore une fois, je le fais vraiment pour le plaisir. Mais je pense que tu le fais pour plaisir, mais tu fais des compétitions. Comment tu fais ça? Ben, c'est juste. Tu veux compétitionner quand même, là. Non, mais je veux dire, c'est un peu comme tu t'inscris à des marathons. Le but, c'est pas de toujours pas arriver première. Je comprends pas les gens qui s'inscrivent à des marathons juste pour faire un marathon. Tu sais, comme. Moi, je vais gagner premier. Mais c'est pour ça que tu t'inscris pas, non? Exactement. Ben, c'est ça le thinking. Les gens qui s'inscrivent sont des gens qui sont pas là pour gagner. C'est des gens qui sont là pour se donner un défi. Parce que le but, c'est de battre ton propre score. C'est ça, le but, à la limite, c'est de battre ton propre PR, mais tu sais, le but de l'affaire, c'est surtout de se mettre, d'être en forme, puis d'aimer passer du temps dehors, puis de passer du temps dans la nature. Pour moi, c'est ça qui retient comme tous les 4 sports que j'ai nommés, là, c'est que ça te permet de sortir dehors. Puis pour moi, c'est comme une grosse partie de mon équilibre mental, c'est d'être dans la nature. Fait que juste même le Mont-Royal, ça va compter comme de la nature, là, mais tu sais, comme tu pars à course ou tu pars en ski, ça fait du bien, ça replace les idées, puis ça donne de l'énergie pour continuer. Puis ça fait assez longtemps que j'ai réalisé que quand je suis trop sédentaire, ça a un impact à un moment donné sur mon niveau d'énergie. Fait que j'essaie de le faire juste pour me sentir bien dans ma peau. Donc on va passer à un petit jeu. Passe au petit jeu. This or that. On va te donner des choix. Tu choisis. OK. Ça va nous donner un peu le pouls de qui t'es, puis qu'est-ce que t'aimes, puis... C'est bon. Fait que, puis si tu peux ne pas choisir, puis être comme... C'est les deux. Je peux pas... This or that or both. Yep. OK. It could be both. Technically, if it's both... Or none. You should take a... Or none of the above. OK. OK. Fait que si t'es both, tu prends une gorgée, sinon t'es safe. Fait que... Comment ça, Caleb? Je commence? Ouais. Est-ce que je donne des explications ou pas de temps? Tu peux expliquer un petit peu, si tu veux. Si tu veux. On y va. Ouais. Richard Martineau ou du Trisac? Ah, du Trisac. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que tu préfères de lui? OK. Versus Martineau.
j'ai moins choisi le Trizac que pas choisi Martineau, juste parce que c'est une personne qui attaque personnellement énormément d'individus qui n'ont pas de plateforme. Puis, quand les gens ne réalisent pas, quand tu es cité dans une chronique de Richard Martineau, tu peux recevoir des dizaines de messages haineux. Puis, quand les gens ne sont pas habitués parce qu'ils ne sont pas des plateformes, ça les intimide. Puis, ils arrêtent de prendre la parole par la suite. J'ai vu Richard Martineau éteindre la voix de beaucoup de personnes qui auraient pu jouer des rôles vraiment importants dans l'espace public. Puis, je pense pas que le gars ait déjà réfléchi à ça. Oh, he did. And that's what he wants. Vladimir Poutine ou Donald Trump? Wouf. Good Lord. Ouais. Good Lord. C'est comme la même personne. Parce que l'un est le pantin de l'autre. C'est ça. Écoute, je veux dire Donald Trump juste comme le pire étant comme juste parce qu'il est plus proche de nous. OK. Voyage dans le sud ou voyage de nature? Dans la neige. Ben bon, la neige ou moi sud. je vais dans le sud en nature. C'est ça, c'est les deux. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est dans le sud, chaud? Non, mais en voyage de nature, on va leur dire comme tu vas faire un genre de randonnée. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. Tu veux dire voyage plein air? Moi, mon dernier voyage, c'est en Martinique, puis je fais plein de randonnées là-bas, justement, parce que l'île, c'est pratiquement genre... T'es pas dans des resorts, là. Il n'y a pas de resort en Martinique, c'est ça le truc, c'est qu'on dirait que l'île est un gigantesque parc d'ACPAC, on dit honnêtement, parce que tu fais juste te promener partout, toutes les plages sont publiques, puis tu vas dans les montagnes, te promener, faire des pique-niques, puis c'est vraiment comme un gros parc naturel, mais c'est une île, puis les gens habitent là. Fait que ouais, non, moi, c'est vraiment, quand je voyage, c'est sûr que la nature est vraiment importante pour moi. Mais j'aime aussi beaucoup la nature nordique, là. Fait que tu peux autant me trouver dans les Caraïbes que dans les Rocheuses, puis je vais m'accommoder des deux. Wow, OK. Parfait. Céréales, est-ce que tu mets le lait avant ou après tes céréales? Oh! Après. Tu sais? Après. Mettre ça avant. C'est bizarre, man. Après, comme ça, tu peux gager ta quantité. Je comprends même pas la logique de mettre le lait avant, genre. Écoute, quand on a fait le sondage, il y avait quand même... Il y avait du bon, c'est ça qui il y avait énormément de monde. C'est ça qui est étonnant. Il y avait énormément de monde. Les gens sont bizarres. Vas-y, je te laisse aller. Elon Musk ou Jeff Bezos? Ben, comme personne qui est dans l'espace public, je veux dire que Elon Musk est pire, juste parce qu'il est vraiment comme tué, Twitter. Puis quand je parlais tout à l'heure des médias sociaux, je pense qu'on le sent encore plus. Amazon, on le sent aussi, mais différemment. Mais je pense qu'Elon Musk est en train de faire plus de dommages à la démocratie. Tandis que je suis d'accord. Jeff Bezos, c'est genre, il fait du dommage au droit du travail. En fait, il n'y en a pas un qui est plus long. Mais c'est comme, mais il n'est pas le premier, tu comprends? Ouais, non, c'est ça ce qui... Je pense il n'est pas le premier. Son impact à Bezos, à court terme, c'est plus facile à voir, genre, OK, c'est quasiment innovateur, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, dans le marché de la vente, mais ouais, j'aime ce point de vue-là. Eddie Murphy ou Dave Chappelle? On va un peu en comédie, là. Honnêtement, j'ai des problèmes avec les deux. Comme je disais tout à l'heure, là, sur le mépris des femmes noires, là, je pense que quand on prend les droits des femmes noires au sérieux, on respecte ce que ces gars-là ont accompli dans l'humour, mais on comprend que tant que c'est ça le modèle de l'humour plat, il n'y aura pas de grandes femmes noires qui vont exister dans l'humour. OK. Parce que c'est ça. C'est ça. Je pense que ces gars-là ont fait des trucs vraiment, vraiment fucking importants, mais à un moment donné, les femmes noires devraient pas, la manière de parler des femmes noires devrait pas être un astérix dans la manière ou une note de bas de page dans la manière dont on parle de certaines personnes. Fait que l'humour, dans le fond, est-ce que c'est une sphère dans laquelle tu as un petit peu de misère? Non. Ben, j'aime l'humour. Oui. Mais je dis comme industrie. Oui, exactement. Industrie. Non, je pense que je suis critique par rapport à la misogynie dans l'humour, comme je suis critique par rapport à la misogynie dans toutes les dimensions de l'affaire. Mais
c'est sûr que il y a une manière d'excuser la misogynie noire dans le milieu de l'humour qui est parfois problématique. C'est pas tout le monde, mais ça parle beaucoup quand tu vois qui les gens idolâtrent. Tu vois qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est pas grave dans la tête des gens. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est comme ça avec tout le star system. Là. Tu Exactement. regardes un Exactement. égard, mais je parlais plus dans leur comédie puis leur manière de peindre la société. Oui. Il reste qu'ils peignent la société, ils ne la font pas, ils font moi, juste la raconter. Oui. Mais moi, Un prince à New York, ça reste un classique. Tu sais, incroyable. Fait que je veux dire Eddie Murphy pour ça, que je préfère. C'est dans Shrek aussi, pas problématique. Non, Eddie Murphy a fait plein d'affaires qui ont passé plus, tandis que Dave Chappelle, il restait plus dans le... Django dans les uns. Django ou Emancipation dans les films? Écoute, j'ai pas encore vu Emancipation. Fait que je peux pas répondre à la question. Pas trop. Okay. Skip. Est-ce que t'as vu Amistad? Oui. OK, fait qu'Amistad ou Django? Parce que j'imagine Amistad est pas mal dans le même style qu'Emancipation. C'est plus dramatique, c'est historique. Ouais. Django, c'est plus fantastique, super-héros black. Oui. C'est tellement différent. Écoute, Django, c'est comme si tu ris des fois à travers ton trauma. Mais tu sais, il y en a un, c'est Quentin Tarantino, puis l'autre, c'est Steven Spielberg. Fait qu'à un moment donné... Les deux? Oui. Ouais. Les deux. Ou genre la troisième option, qui est comme des réalisateurs black. Elle s'est rajoutée une option. Ouais. OK, dernier. Obama, Mandela. Mandela. Ouais. Facile. Easy Facile. Easy one. OK, ben explique-moi. Yeux fermés. Non, mais explique-moi, tu sais, parce que il y a du monde qui bâche aussi les accomplissements. Obama, là, je veux dire, t'es comme... I get it, c'est Obama. Moi, je vais pas expliquer, je vais laisser Karim expliquer. Vas-y. Je sais pas si tu partages la même opinion que moi, mais t'es... Là-dessus, je pense que je suis pas contre, mais je veux juste comprendre comme, tu sais. Non, juste dire que comme, tu sais, c'est évident, mais Obama arrive même pas à la cheville de Mandela, là. OK? Obama, oui, OK, on dit que c'est le premier président noir. OK? Quand il est arrivé, c'était en pleine crise économique. Fait que de un, c'est pas tant facile pour lui. Puis en plus qu'il est noir. Fait que, avant même qu'il soit au pouvoir, aux États-Unis, on savait déjà que le monde allait le critiquer. En plus qu'il était dans la crise économique. Fait que, excuse-moi, il y avait aucune issue pour ça. Puis effectivement, il a fait son Obamacare. Tout le monde l'a critiqué. La première chose que Donald Trump a fait quand il est arrivé au pouvoir, il a shut down ça. OK? Fait que je pense qu'il y avait des bonnes intentions, mais je pense ça a tourné un petit peu en rond. Mandela, il est allé en prison, bro. Okay. Il est allé en prison. Parce qu'il est allé en prison, ça fait de lui... Attends. Mais laisse-moi, tu me coupes. Non, mais je te demande. Mais c'est ça, il est allé en prison, puis il est devenu président. Okay. Il a changé le monde en entier, là, lui, là. Okay. Obama est... Comment il a changé le monde? Moi, c'est ça ma question. Comment? Non, mais je dis pas qu'il l'a pas fait. Je veux juste que t'articules. Parce que quand on dit que c'est facile, moi, j'y ai pensé. Parce que c'est deux systèmes complètement différents. Un qui a fait 8 ans, l'autre, il a été plus longtemps dans la politique, dans l'histoire, tu sais, il est plus vieux. Moi, je mange mes pommes de terre. Je pense que... Comment? Moi, je mange mes pommes de terre. Ben oui. Écoute-nous, puis tu pourras nous OK, mais quand je te dis Mandela, c'est quoi qui te vient en tête? Ben, l'Afrique du Sud, qui a été en prison, qui est devenu président. OK. Qui a créé un nouvel équilibre en Afrique du Sud, où c'était très polarisé, black and white. Like, moi, c'est pas mal ça que je connais. Je pourrais pas aller plus loin. C'est pour ça que je dis formule. Parce que moi, ça s'arrête là. Versus Obama, je dis pas qu'il a fait plus, parce qu'Obama, comme tu as dit, il y a plein d'affaires qu'il a faites, ça n'a pas fonctionné. Dans le système que lui est rentré, c'est pas aussi facile de venir faire un changement, d'avoir un impact, mais je pense qu'à long terme, on va réaliser qu'il y a eu un impact. Fait que c'était plus cette question-là que je voulais soulever, parce que Obama, c'est très récent.
on n'a pas encore assimilé tout ce qu'il a fait, on est encore proche, mais je pense que plus tard, le monde va plus parler d'Obama que de Mandela. Tu sais. De Mandela? En Amérique, j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Tu sais. Imagine que Martin Luther King, plutôt que de se faire assassiner, il est devenu président. Il se fait emprisonner. Ce qui s'est passé. Jusque dans les années 90. Puis que la ségrégation raciale continue aux États-Unis jusque dans les années 90. Puis qu'au terme de ça, Martin Luther King a été traité comme un terroriste durant toutes les années qu'il était en prison, sachant tout ce qu'il symbolisait pour les communautés afro-américaines toutes ces années-là, sort de prison, réussit à faire abolir les lois de Jim Crow, la ségrégation, adopter les droits civils, et devient le premier président noir des États-Unis. Compare ça à Barack Obama. Mais je pense pas qu'il est capable de faire tout ça. Parce que dans le système en Amérique, tu peux pas. Fait qu'il faut l'évaluer d'une autre manière, tu sais. Mais c'est ça, en fait, dans le système sud-africain, tu pouvais pas aussi. C'est ça l'apartheid. Comment il a réussi? C'est justement pour ça que tu peux pas les comparer. C'est ça qu'il fallait que tu dises, Caleb. T'étais là, yo, il a été en prison. Non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le même calibre. Ça n'a rien à voir. T'es d'accord? Non, je suis entièrement d'accord. Non, guys, je suis entièrement d'accord. J'ai pas Obama. Non, parce que t'as dit tout ce que j'ai dit, c'est la prison, mais tu m'as arrêté dans mon explication. Moi, je pensais que this or that, c'est une manière light de finir le show. Avec nous. Oui, normalement, oui. Mais on adore les débats, nous. Ouais. Moi, c'est juste parce que j'y ai pensé, parce que j'ai vu dernièrement des gens remettre en question l'héritage de Nelson Mandela. Puis j'étais comme, oh shit, il y a du monde qui remettent en... Puis là, j'ai réalisé, c'est comme, dans le fond, c'est comme Obama. Tu sais, Obama est venu, mais on lui donne pas beaucoup de crédit, ou du monde lui donne beaucoup trop de crédit. Puis j'ai l'impression que, non, mais Obama, je lui donne ses fleurs, Obama. Il s'est rendu là, il a fait ce qu'il a fait, mais comme j'ai dit, il est arrivé dans un moment qui était tellement critique. Je veux dire, c'est comme si tu me mets moi, c'est une drôle de comparaison, mais c'est comme si tu me mets moi président des États-Unis, président d'Haïti demain. Puis je fais 4 ans. Tu sais, je veux dire, c'est déjà le bordel, là. Je veux dire, je pense que la symbolique de la chose. Mes amis, mes proches vont être fiers de moi, mais ça reste que, bro, je suis très limité dans ce que je veux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que la symbolique de Obama, qui est le premier président noir aux États-Unis, ça va être ça l'histoire. Ouais, mais c'est plus, ça doit être plus que ça. C'est sûr, ça doit être plus que ça. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis comme on le juge mal, on dirait Obama, parce que on le juge comme le premier président noir, on le juge pas comme qu'est-ce qu'il a fait, qui a fonctionné, qui a pas fonctionné. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait qui a pas fonctionné, mais qui avait l'intention de. Puis tu sais, est-ce que les intentions comptent là-dedans? Est-ce que parce qu'il avait les bonnes intentions, on lui donne une médaille, ou bien on dit il a rien fait, puis bref, Mandela. J'étais étonné de voir qu'il y a des gens qui aiment pas cette personne-là ou qui contestent son legacy, puis comme ce qui se passe là-bas, puis qui disent, dans le fond, ça... Pas nécessairement qu'il n'y a rien changé, mais que, justement, on overrate peut-être un petit peu la situation parce que c'est très problématique encore là-bas. Il n'y a pas réglé il n'y a pas réglé le racisme, il n'y a pas réglé l'inégalité, mais il y a eu un rôle très symbolique dans cette chose-là. Fait que je le voyais de cette manière-là. Je comprends ce que tu veux dire. Je le voyais de cette manière-là. Mais tu sais, c'est 2 personnes que je pense, dans l'histoire, éventuellement, Obama, dans l'histoire, il va être comme, c'est le premier président black des États-Unis, genre. Comme, il va être partout dans l'histoire à cause de ça, genre. Ouais. Autant que Mandela est partout dans l'histoire parce qu'il a fait de la prison puis il est devenu président après, genre. J'ai l'impression que c'était plus ça, ma comparaison. Je comprends. Mais tu l'as super bien expliqué. Caleb, t'as essayé de bien l'expliquer. Ça va super bien fonctionner. La prochaine fois que je voudrais expliquer, il faudrait que tu arrêtes de me couper. Et là, tu aurais toute l'explication. C'est ça l'affaire, c'est que vous ne me connaissez pas encore assez, fait que vous êtes trop gêné de me couper. Quand je parle, je peux faire mes points. Oui, c'est ça qui se passe, c'est juste ça la différence. Mais habituellement, c'est qu'après, quand on a fini le podcast, c'est là que ça continue, puis que là, on commence à argumenter. On va garder ça simple ce soir. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Dans cette situation-là, cheers. Gros épisode. J'ai appris beaucoup. Suivez Émilie. Émilie, où est-ce qu'on peut te suivre t'as ton balado, des tours? C'est quoi les prochaines choses qui va se passer pour toi en 2024? Balado, des tours, mes chroniques dans le devoir. Puis, suivez-moi sur Instagram. Puis, ouais, c'est ça. Puis, pour le reste, à suivre. À suivre, excellent. So, hey, Caleb, on to the next one? On to the next one. À la prochaine, guys. Peace. Yeah.
30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabric. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.